Vous avez très bien accueilli l'épisode sur les félidés. Et vous avez aussi très bien accueilli les 2 épisodes sur le précambrien. Il faut dire qu'une réactualisation s'imposait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de rebooter le Carbonifère. Lui aussi a bien besoin de rafraîchissement. Et à vrai dire, il y a pas mal de choses à passer en revue. Alors bonjour à toutes et à tous, nous voilà repartis dans les méandres du temps pour explorer une période qui débute il y a de cela 360 millions d'années. Dans un premier temps, situons le Carbonifère dans le temps et ressortons notre échelle géologique. Le Carbonifère est la 5e période du Paléozoïque. Souvenez-vous de notre code mnémonique Cahors-Ildécap. Cahors-Ildéc. Carbonifère. Comme je le disais à l'introduction, le Carbonifère débute il y a à peu près 360 millions d'années et s'étend jusqu'à environ 300 millions d'années. Soit, en gros, il court sur 60 millions d'années. 60 millions d'années divisées en 2 époques distinctes, le Mississippien et le Pennsylvanien, d'après des strates très bien préservées aux États-Unis, dans le Mississippi et en Pennsylvanie. Vous l'aurez compris. Et ces 2 époques sont elles-mêmes sous-divisées en 3 sous-époques, comportant plusieurs étages dont je vous épargne les noms quasi imprononçables. 3 pour le Mississippien et 4 pour le Pennsylvanien. Bien, maintenant que nous savons situer le Carbonifère dans le temps, parlons géographie. Paléogéographie. Suite à la dislocation du supercontinent nommé Rodinia, à la toute fin du Précambrien, durant les 4 premières périodes du Paléozoïque, les 3 nouveaux continents, Laurentia, Baltica et Siberia, entraînés par la tectonique des plaques, dérivent vers l'hémisphère nord durant des dizaines de millions d'années, tout en se rapprochant les uns des autres. Comme on peut le constater sur cette carte, au Dévonien supérieur, les 3 continents en question ont de nouveau quasiment fusionné. Ils forment désormais un nouveau continent, la Laurussia. Parallèlement, au sud de la planète, le vaste reliquat de l'immense supercontinent Rodinia, qui désormais porte le nom de Proto-Gondwana, subit les mêmes effets de la tectonique des plaques et dérive lentement vers le nord. Ainsi, inéluctablement, au cours du Carbonifère inférieur, au Mississippien, les 2 continents, Laurussia et Proto-Gondwana, entrent en collision et se réunissent à nouveau pour former un autre supercontinent, la fameuse Pangée. Notez au passage qu'on nomme le continent Proto-Gondwana pour le différencier du continent Gondwana, qui lui sera des millions d'années plus tard un des continents issus de la fracture de la Pangée. Pangée étant un terme signifiant en grec toutes les terres et qui fut inventé par l'incontournable Alfred Wegener. Bon, maintenant que nous savons où et quand, plantons le décor. Notre aventure débute donc il y a 360 millions d'années. Si vous avez vu l'épisode consacré aux Dévoniens, vous savez que cette période s'est terminée par une extinction. Chronologiquement, c'est la 2e des 5 grandes extinctions. Et celle-ci a éradiqué plus de la moitié des espèces vivantes du moment. De ce fait, la biosphère est profondément affectée. Les océans grouillants de vie du Dévonien ont été durement impactés. Et de facto, le début du Carbonifère est en quelque sorte une période de renouveau, si je puis dire. Et bon nombre de niches écologiques sont désormais vacantes. Par conséquent, ce sont autant de nouveaux territoires à conquérir, pour ceux qui auront la chance de s'imposer. Pour rappel, et pour résumer rapidement, au cours de la période dévonienne sont apparus de nouveaux groupes de vertébrés aquatiques, ou poissons. Outre les poissons cartilagineux, les chondrichthiens, qui comprennent les requins actuels, sont apparus les poissons à nageoires rayonnées, les actinoptérygiens, qui, pour info, représentent aujourd'hui plus de 29 000 espèces, soit 50% des vertébrés.
c'est énorme. Et d'autre part, sont apparus également nos cousins, les poissons à nageoires charnues, les sarcoptérygiens. Certains se transformeront vers le milieu du Dévonien en tétrapodes, les vertébrés à pattes, leurs membres étant en partie des nageoires charnues modifiées. Grâce à ces nouveaux membres, les tétrapodes, d'abord apparus dans l'eau, s'aventureront plus tard, au Carbonifère, sur la terre ferme. C'est ce que l'on appelle la sortie des eaux, ou terrestrialisation. Dans les mers du Carbonifère, les fonds marins sont tapissés d'échinodermes, de brachiopodes et autres crinoïdes, sans oublier les éternels trilobites. Cependant, au-dessus, dans la colonne d'eau, les terribles poissons à plaques, ou placodermes, ayant été emportés par l'extinction, les prédateurs dominants sont désormais les chondrichtiens, les proto-requins si vous préférez, ou tout du moins leurs très lointains cousins. Par ailleurs, après une extinction survient une nouvelle vague de radiation évolutive. Les faunes se multiplient, se diversifient. Ainsi, chez les poissons à nageoires rayonnées, les actinoptérygiens, plusieurs espèces voient le jour. Une manne de nourriture pour les nouveaux prédateurs que sont les proto-requins, qui eux aussi connaissent une radiation évolutive. Mais revenons sur Terre. Mis à part l'extrême sud du continent, le climat pangéen était plutôt chaud et humide, avec une ambiance marécageuse. Un contexte idéal pour la végétation. Jusqu'alors, cette végétation était constituée de plantes arborescentes. Mais au fil du temps, elle s'épanouit. Et tout comme la faune, elle se diversifie. Apparaissent alors les gymnospermes, c'est-à-dire les plantes à ovules nus, à graines. Tout comme les cicadales ou encore les emblématiques lycopodes géants du Carbonifère. Les lycophytes, les fougères prospèrent tout autant. Elles se développent et atteignent des hauteurs sans précédent, jusqu'à 30 mètres de haut. Cette gigantesque masse végétale capte de grandes quantités de CO2. Ce qui à terme va rafraîchir l'atmosphère. Par ailleurs, absorber de la lumière via la photosynthèse. De grandes quantités de dioxygène sont émises. Ainsi, le taux de dioxygène augmente de façon drastique dans l'atmosphère, jusqu'à 30%, quasiment 10% de plus que de nos jours, ce qui n'est pas sans conséquence. Les forêts denses et humides du Carbonifère sont grouillantes de vie, une vie composée en grande partie d'insectes. En effet, vous entendrez souvent dire que le Carbonifère est l'âge ou l'ère des insectes géants. Mais à vrai dire, il serait plus judicieux de parler de l'ère des arthropodes géants. Car toutes ces bestioles ne sont pas pour autant des insectes. Les insectes sont un groupe parmi tant d'autres au sein des arthropodes. Et chaque groupe a ses propres caractéristiques. Bref, c'est l'âge des arthropodes géants. Et pourquoi géant, me diriez-vous? Eh bien, la taille d'un animal étant en relation avec sa capacité à respirer, et vu que la plupart des insectes respirent via des trachées, c'est-à-dire des trous qui apportent directement l'oxygène aux organes internes, c'est le fort taux de dioxygène dans l'air qui aurait contribué à l'apparition d'arthropodes géants. Ainsi, au Carbonifère, on voit voler des gigantesques libellules prédatrices, de plus de 60 cm d'envergure. Sur le sol, les scorpions atteignent les 75 cm et les mille-pattes atteignent plus de 2 mètres. Et je suis loin d'être exhaustif, mais alors très loin d'être exhaustif. Et pour les fans des documentaires de la BBC, non, je ne mentionnerai pas l'énorme araignée mégarachne, pour la bonne et simple raison qu'au bout du compte, ce n'en est pas une. Il s'agit en fait d'un cousin des scorpions, qui plus est aquatique. Mais bon, lors de la production de la série, on ne le savait pas encore. Vous l'aurez compris, les vastes forêts du Carbonifère devaient être de charmants petits coins de nature où grouillaient de monstrueuses petites bêtes pleines de mandibules et autres joyeusetés. Changeons de carte. Sur celle-ci, voici la Terre il y a 340 millions d'années. Nous sommes au Mississippien moyen. Première constatation, nous remarquons une calotte glaciaire très étendue au sud du Proto-Gondwana. Effectivement, comme nous l'avons vu, ce rafraîchissement est dû à la baisse du CO2 capté par la riche végétation. Cependant,
les températures restent relativement chaudes ailleurs. Tout du moins, plus chaudes qu'aujourd'hui en moyenne. Cet événement va favoriser les faunes de l'hémisphère nord. Comme nous pouvons le constater ici, le registre fossile du Dévonien, bien que plus concentré au nord, s'étale aussi au sud. Mais au Carbonifère inférieur, au Mississippien, on constate que la faune méridionale, si je puis dire, se raréfie, et cette raréfaction s'amplifie encore à la toute fin du Carbonifère. Est-ce une distribution réelle ou un biais dans l'échantillonnage? Les paléontologues tentent encore de répondre à cette question. Un des éléments majeurs du Carbonifère, c'est le paroxysme de la formation du supercontinent Pangée qui s'est amorcé à la fin du Dévonien. Il s'agit d'un phénomène de grande ampleur nommé orogénèse. Entendez par là la formation de montagnes. Et ce n'est pas peu dire, car la collision des deux énormes continents, l'Eurussia et Proto-Gondwana, entraîne la formation d'une des plus grandes chaînes de montagnes que la Terre n'ait jamais connue, la chaîne Varisque, ou comme on l'appelle chez nous en France, la chaîne hercynienne. Balèze l'orogénèse. À terme, celle-ci s'éteindra sur pas loin de 5000 km de long pour 700 km de large, coupant littéralement en deux le supercontinent Pangée. Pour info, les terres qui seront un jour la France se situent quelque part par là, au pied et dans la chaîne hercynienne, au bord du nouvel océan. Du reste, on retrouve en France quelques vestiges de cette chaîne montagneuse, par exemple dans le massif armoricain, les Vosges ou encore le massif central. En effet, le rapprochement de ces deux énormes masses continentales, l'Eurussia et Proto-Gondwana, referme une partie de l'océan Pantalassa, la Paléothétis, mais donne naissance à une nouvelle mer, la Thétis. Si le sujet vous intéresse, j'ai toute une série de vidéos à votre disposition. Vous y verrez comment cette mer est à l'origine de notre belle Méditerranée. Toujours est-il que l'émergence de cette immense chaîne de montagnes va avoir une autre conséquence. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, de telles montagnes représentent une masse incommensurable. Aussi, la croûte terrestre a tendance à s'affaisser, générant au pied des dites montagnes des dépressions inondables que l'on appelle des bassins sédimentaires. Et de ce fait, certaines forêts deviennent marécageuses et les paysages plus lacustres. Dans ces dépressions, toutes ces plantes forment un important humus et tous ces débris végétaux qui s'accumulent au sol et au fond des lacs sont rapidement ensevelis par des boues et autres produits de l'érosion des montagnes alentours. Privés d'oxygène et faute de micro-organismes capables de décomposer rapidement la cellulose, les débris ne pourrissent pas, ne se décomposent pas, bref, aucune putréfaction ne se produit. Ainsi commence un long processus nommé carbonisation, ou encore carbonification. Au fil des siècles, des milliers d'années, que dis-je, des millions d'années, les couches successives de boue, d'argile et autres poussières qui recouvrent les débris s'accumulent, s'amoncellent et se sédimentent, et deviennent des roches sédimentaires. Ensevelis sans oxygène, ces débris de plantes sont soumis à la pression et à la chaleur. Ainsi, avec le temps, ils se transforment en composés carbonés. Dans un premier temps, cela devient de la tourbe, puis de la lignite, ensuite de la houille, et ensuite encore de l'anthracite, et finalement du graphite. Autrement dit, du charbon. Vous l'aurez compris, c'est ce charbon que nous avons beaucoup utilisé depuis la révolution industrielle, ce charbon qui a permis à notre espèce de faire un bond technologique sans précédent. Et au passage, avec les autres énergies fossiles, réchauffe encore notre atmosphère et nous pourrit bien la vie. Bref, le charbon étant une roche carbonée, c'est bien sûr de là que vient le terme carbonifère. Notons tout de même que certains arbres ou plantes n'ont pas subi cette transformation. Certains ont connu un autre sort, une autre transformation, la pétrification. Et grâce à ce processus de fossilisation, nous avons la chance de pouvoir contempler de magnifiques fossiles nous donnant un aperçu de ce qu'ils furent autrefois, il y a plus de 300 millions d'années. Un autre élément majeur eut lieu durant cette période. Il y a quelques minutes, je vous disais qu'au Dévonien, les premiers tétrapodes se virent pourvus de pattes, lesquelles permirent plus tard la sortie des eaux, ou terrestrialisation.
Alors n'allez pas croire qu'un jour un poisson est sorti de l'eau et s'est dit « Waouh, c'est cool ici, allez, j'aménage !» Et puis terminé. Non, bien entendu, rien de cela. Car l'évolution n'a ni but ni intention, bien sûr. Ce processus du passage de l'eau à la terre ferme chez les vertébrés s'est étalé sur des milliers, voire des millions d'années. Il a fallu des centaines de générations, peut-être même encore plus, pour que ces tétrapodes, d'abord aquatiques, voire marins pour certains, explorent l'environnement terrestre. Vous imaginez bien que si, dans un futur plus ou moins proche, les humains s'installent sur Mars, vu sa faible gravité, ce n'est pas du jour au lendemain que la morphologie humaine s'adaptera en conséquence. Je ne pense pas qu'il faudra des millions d'années, mais il est clair qu'il faudra attendre un certain nombre de générations avant que notre corps de terrien devienne celui d'un martien. Si on y arrive un jour, bien entendu. De plus, parler de la sortie des eaux est quelque peu simpliste. Les plantes et les arthropodes sont passés par cette phase bien des millions d'années avant les tétrapodes. Il serait plus juste de parler des sorties des eaux, ou des terrestrialisations. Et quand bien même on ne parlerait que des tétrapodes, stégocéphales, car tel est leur nom, ce n'est pas un, mais plusieurs genres qui sont apparus au cours du Dévonien avec Ichthyostega, Acanthostega, et je pourrais encore pousser plus avant, enfin plutôt plus en arrière, avec les ancêtres de ces tétrapodes, les lointains tétrapodomorphes, des poissons, entre guillemets, qui ne présentent pas tous les caractères des tétrapodes, à l'image du célèbre Tiktaalik. Sans compter que ces animaux, ces tétrapodes stégocéphales, étaient encore très dépendants de l'eau, ne serait-ce que pour la reproduction. Ce sont des amphibiens, et à ce titre, ils évoluaient à l'interface entre l'eau et la terre. Mais quoi qu'il en soit, dès le Dévonien, ces animaux sont équipés de pattes munies de doigts, ce que l'on nomme les membres chiridiens. Et chose étonnante, ils étaient un peu en phase de R&D, de recherche et développement si je puis ainsi m'exprimer. On comprend bien qu'au Carbonifère, les membres chiridiens permettaient aux tétrapodes de marcher sur la terre ferme. Mais au Dévonien, quelle était la fonction des pattes d'Ichthyostega ou d'Acanthostega, qui en plus étaient pourvues non pas de 5, mais de 7 à 8 doigts? Si vous voulez qu'on approfondisse le sujet à propos des stégocéphales, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. J'ai de quoi faire un épisode, car on a beau dire que le Carbonifère fut l'ère des arthropodes, elle fut aussi celle des amphibiens, les premiers vertébrés à pattes. Et croyez-moi, à cette époque, on est loin, mais alors très loin des petits amphibiens que l'on connaît aujourd'hui. Vous l'aurez compris, cette fameuse sortie des eaux ne fut pas un processus particulièrement rapide, ni particulièrement long. Par contre, ce qui fut assez rapide, entendez en quelques millions d'années, c'est la suite de cette histoire amphibienne. Être inféodé au niveau aquatique pour se reproduire, pour des animaux devenus en grande partie terrestres, ce n'est pas particulièrement pratique, vous en conviendrez. Mais durant la seconde partie du Carbonifère, une nouvelle innovation morphologique, ou plutôt développementale, apparaît, et avec elle un tout nouveau groupe. Un nouveau cap est franchi vers la terrestrialisation des vertébrés. L'innovation en question, c'est la coquille. Entendez par là l'œuf à coquille, renfermant un sac amniotique et permettant de pondre sur la terre ferme. C'est l'avènement des amniotes. Pour parler vulgairement, c'est l'apparition et la diversification des reptiles. Synapsides, anapsides et même diapsides. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, j'en ai suffisamment parlé dans d'autres épisodes. Sachez néanmoins qu'ici débute aussi la grande épopée du clade des mammifères que j'ai développé sur 3 épisodes et celui des sauropsides, des reptiles, dinosaures et oiseaux inclus, que je développerai sûrement un jour ou l'autre. Alors je ne vais pas une fois de plus vous présenter ici l'ouvrage de référence sur le sujet, l'incontournable La Terre avant les dinosaures, de Sébastien Steyer. Néanmoins, du même auteur, je vous conseillerai celui-ci, Anatomie comparée des espèces imaginaires, de Chewbacca à Totoro. Il s'agit d'un ouvrage dans lequel l'auteur, à partir d'animaux fictifs tout droit sortis de la pop culture, du genre Chewbacca ou encore le marsupilami, vous explique comment le chercheur, utilisant les méthodes d'anatomie comparée, chères à Georges Cuvier,
décrypte ces différents animaux fantastiques. En somme, nous comprenons, via ces créatures sorties de l'imaginaire, comment, pas à pas, un paléontologue étudie et détermine une espèce, en général fossilisée. Bref, un bouquin très intéressant qui n'est pas dénué d'humour pour autant. Anatomie comparée des espèces imaginaires de Chewbacca à Totoro de Jean-Sébastien Steyer, sorti en 2019 et publié aux éditions Cavalier Bleu. Le lien est bien sûr en description. Pour conclure cet épisode, jetons un œil à cette carte d'il y a 300 millions d'années. C'est la fin du Carbonifère. Le Carbonifère terminal, comme disent les scientifiques. Les vastes forêts ont consommé une large partie du CO2 de l'atmosphère tout en émettant beaucoup d'oxygène. La calotte glaciaire a gagné en superficie et s'est largement étendue sur les terres du Proto-Gondwana, réfléchissant d'autant les rayons du soleil. Une période de grand froid s'annonce. Elle sera la plus longue période glaciaire du Phanérozoïque. Néanmoins, la partie nord de la Pangée, l'ancienne Laurussia, est épargnée. En quelque sorte, protégée par l'immense chaîne hercynienne, faisant office de bouclier contre les précipitations venues du sud. Ainsi, cette partie de la Pangée demeure sous des températures beaucoup plus clémentes, favorisant, comme nous l'avons vu précédemment, la faune pangéenne de la partie nord du supercontinent Pangée. En effet, c'est le sud qui est principalement touché. Le continent Proto-Gondwana est en grande partie recouvert de glace. Cette glaciation va durer en tout quelques 75 millions d'années, jusqu'au début du Permien. C'était le Carbonifère, une version rebootée et quelque peu plus approfondie, et largement plus longue. Comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez, exprimez-vous dans les commentaires, ça rebooste le moral pour attaquer l'épisode suivant. Et ce qui rebooste le moral, c'est aussi de voir que vous êtes de plus en plus à être généreux sur Tipeee. Un énorme merci. Alors, je continuerai à vous proposer l'épisode suivant en avant-première et sans publicité, bien entendu. J'encourage donc tous ceux qui n'ont pas encore franchi le cap à en faire de même, que ce soit de façon régulière ou de façon ponctuelle. Sachez que vous vous mettez d'un grand secours et pour cela, je vous en remercie infiniment. J'adresse aussi mes remerciements à Julien Benoît pour son aide précieuse et fidèle, ainsi qu'à Jean-Sébastien Steyer pour ses précieux conseils. Et sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos proches en ces temps obscurs, et je vous dis à la prochaine, bye bye.